Bonjour à tous et bienvenue pour ce live SNOMED, donc organisé par FAST. Donc je suis Meriadec Guignard, votre animateur pour ce webinaire, pour cette webconférence. Donc je suis pharmacien, passionné d'innovation. Et aujourd'hui, donc, on va faire une présentation dédiée à l'exploitation de données structurées sur le circuit du médicament. Donc pour replacer dans le contexte, FAST, c'est un peu le précurseur de SNOMED-CT en France. Et donc aujourd'hui, nous aborderons l'intérêt d'aligner les contenus médicamenteux sur la terminologie SNOMED-CT, comment décrire une situation clinique du patient dans un langage exploitable par les systèmes informatiques, également quel est l'impact sur le circuit du médicament et les processus d'aide à la décision, et enfin comment se passe en pratique l'adoption des standards d'interopérabilité. Donc du point de vue technique, il y aura 6 intervenants qui vont se succéder. Et vous pourrez poser toutes vos questions aux intervenants dans le chat et également dans l'onglet questions. Également, à la fin de cette intervention, il y aura une table ronde pour que vous puissiez partager avec tous les intervenants. Et donc, j'accueille tout de suite en plateau Anne Maheust qui va vous faire une petite introduction. Oui, bonjour. Quelques mots pour présenter FAST, même si je pense que beaucoup d'auditeurs aujourd'hui le connaissent. Ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on existe. Si FAST a eu plusieurs vies, je pense que son activité actuelle est née au début des années 2000. À l'époque, FAST était une association de pharmaciens hospitaliers et on a créé au sein de cette association un groupe de travail dédié à l'informatisation du circuit du médicament à l'hôpital. En effet, à cette époque, on voit l'émergence d'outils métiers à l'hôpital, notamment à la pharmacie hospitalière. Et ce petit groupe de travail fait le constat que plutôt que de dépenser son temps et son énergie à faire évoluer les fonctionnalités ou l'ergonomie, eh bien, tout ce temps est consacré à résoudre des problèmes d'interface, et ce, sur chaque déploiement, sur chaque site hospitalier. Vous l'avez compris, on venait de mettre le doigt sur un concept qui est désormais complètement reconnu comme étant la base du système d'information hospitalier, c'est-à-dire l'interopérabilité. Donc ce petit groupe s'est pas découragé, il s'est réuni et il a très très bien travaillé puisqu'il a mené à bien les travaux sur les standards d'échange sur le circuit des médicaments, qui a donné naissance au standard PN13, désormais déployé dans quasiment tous les établissements de soins. D'accord, et donc j'ai cru comprendre que vous étiez structuré en association, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Oui, effectivement, au départ, dans ce groupe de travail, FAST se contentait d'animer ce groupe de travail, de faire émerger le consensus, puis bien sûr apporter son expertise métier. Mais au fur et à mesure des travaux, on a fait vraiment émerger le besoin de disposer d'un dictionnaire sur le médicament. Donc au-delà de la structuration des messages, des échanges entre les logiciels de pharmacie ou de dossiers de patients informatisés, il fallait disposer, donc justement pour échanger ces données sur les prescriptions ou la dispensation, il fallait disposer de données codées structurées sur le médicament. Naturellement, le groupe s'est retourné vers FAST, qui était l'expert métier sur le médicament, et donc il a fallu que FAST s'adapte, s'industrialise, recrute, et c'est devenu le travail, c'est devenu l'activité actuelle de FAST de déployer des standards d'interopérabilité. Donc depuis, on est une trentaine de collaborateurs, avec bien sûr toujours des pharmaciens hospitaliers, mais pas que. On a parmi nous des médecins, des biologistes, des préparateurs et bien sûr des experts en interopérabilité et des développeurs. D'accord, et donc une sacrée équipe en effet. J'avais une autre question également parce qu'on va beaucoup parler de CIODC aujourd'hui. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot pour présenter à nos téléspectateurs ? Oui, bien sûr. Donc CIODC, c'est vraiment donc le tout premier référentiel sur lequel FAST a travaillé. Et donc un référentiel d'interopérabilité sur le médicament, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une structuration du médicament, une codification du médicament, mais pas que, c'est aussi une standardisation. C'est-à-dire que, contrairement à certaines sociétés savantes ou bases de connaissances, on ne fait aucun travail d'auteur, on se contente, entre guillemets, de compiler l'information scientifique qui existe sur le médicament et on les aligne sur des standards. Donc sur les standards nationaux quand c'est pertinent, typiquement sur les données médico-économiques, mais le plus possible sur les standards internationaux. Donc on peut citer l'ATC de l'OMS ou encore les standards termes de la pharmacopée européenne. Et puis désormais SNOMED-CT.
Mais justement, SNOMED CT, on sait qu'il a un statut un peu particulier parce qu'il n'a pas été complètement adopté, pas été complètement validé par l'État. Donc qu'en est-il? Pourquoi FAST a fait le choix de se lancer un petit peu avant tout le monde sur SNOMED CT? Oui, tout à fait, vous avez entièrement raison. Il y a encore une instruction en cours de la part de l'ANS. Justement, on va essayer de contribuer ce matin à cette instruction puisque les pouvoirs publics ont besoin de comprendre quelle solution concrète apporte SNOMED CT dans cette informatique de santé. Donc là, voilà, SNOMED CT sur le médicament, sur la prescription, c'est extrêmement concret. J'espère que ça va apporter de l'eau au moulin à cette étude. Mais évidemment, c'est pas la seule raison, c'est beaucoup plus profond que ça. Je pense qu'on partage tous dans l'écosystème le constat qu'on est en train de vivre une véritable révolution au niveau du numérique en santé. Et si l'on veut voir émerger une médecine effectivement prédictive, préventive, comme on l'appelle tous de nos voeux, eh bien les industriels ont un très gros rôle à jouer. Je pense que voilà, on entend tous ces appels à manifestation, ces appels aux industriels à apporter des outils toujours plus innovants, toujours plus disruptifs. Et FAST, évidemment, n'échappe pas à cette règle. FAST doit aussi faire sa propre mutation et donc c'est son devoir d'industriel d'identifier les outils innovants sur lesquels elle va pouvoir s'appuyer. Très concrètement, ça fait plusieurs années maintenant qu'on a identifié SNOMED CT comme étant l'un des piliers sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour construire nos référentiels. Il y a de nombreuses raisons qui nous ont fait adopter SNOMED CT, mais on peut en citer deux. La première, c'est qu'on va le voir au cours de cette matinée, c'est une autologie extrêmement puissante qui permet de faire tourner des algorithmes et donc qui permet vraiment d'exploiter la donnée clinique d'une manière tout à fait performante. Et la deuxième raison, tout aussi importante, c'est la terminologie clinique mondialement reconnue. Elle est adoptée dans plus de 40 pays, dont 22 en Europe. Et tous nos partenaires éditeurs que l'on accompagne sont engagés dans des déploiements, si ce n'est européens, au moins mondiaux. Donc nous devons, nous FAST, d'apporter les référentiels sémantiques qui vont les aider à faire ce déploiement au niveau mondial. Vous me faites faire la transition toute faite parce que justement on va accueillir en duplex Julie James pour nous parler du contexte international de SNOMED. Parfait. Hi Julie, thank you very much to be with us today. So you are going to do your presentation. That is the SNOMED CT medical product content useful for me. So let's go. Thank you, and thank you for inviting me. And apologies that I am speaking in English. I understand that you have had other presenters in different conferences over the years, so it's okay to speak in English. And since I don't follow football, I won't say anything about England being present in the last 8 of the Euros and maybe other countries not. But I do follow cycling, and as I'm sure many of you do, that with the Tour de France starting on Saturday last night, it was just wonderful to see our friend Cav, such a wonderful person and cyclist, come back and win a stage last night. And something that I think is important for us in looking at medicinal products and medicinal products in SNOMED. Last night I watched just the highlights. And the great French cyclist, Julien Alaphilippe, he was instrumental in helping Cav win yesterday. And what we have today, what I'm going to present in the SNOMED medicinal products, is something that has been worked on by a whole team of people over a number of years, particularly intensively in the last 3 years, to bring it to a state when it is, we believe, truly useful to support patient care globally and nationally. And it is very much a team effort. And at the end of the presentation, I'll talk about one of the ways that people can get involved and learn more and get support from that team, just as Cav got support from his whole team yesterday. So next slide, please. What I'm going to do is look at
the medicinal product concepts in SNOMED using 4 basic questions, which I could almost do in French, but I won't risk it. The why, the what, the how, and as I said just before, the who of what we have in SNOMED CT. And then I will look at very briefly at 3 very relevant use cases for this content. And finally, I would just like to say a word about how the SNOMED CT content relates to something called IDMP, the identification of medicinal products, that you might have heard about, as there is a big European project going on with that. So next slide, please. Why? Why are medicinal products present in SNOMED? I think this is a really important question to consider, because when you're looking at choices of terminologies, particularly for interoperability, what you want is something that is comprehensive. So you can use the structures and the patterns that are available in a terminology or an ontology. You can use them across all your workflows, across all your use cases. And SNOMED CT is by far the most comprehensive clinical terminology. It's multilingual, which is, again, seriously important when we're wanting to exchange data across borders, across cultures. And it is very much designed for use in the process of care. We're not looking at trying to code something after a care event has happened. Here in the UK, our general practitioners, our pharmacists doing medication review, all our healthcare professionals in hospitals, the doctors, the nurses, the pharmacists, the physios, they use SNOMED CT in real time. It's not post-coding. It is about recording the process of care. And since medicinal products are the most commonly used intervention in patient care, it's obviously extremely relevant that they are present in SNOMED CT and present in a way that we can really usefully use them. Next slide, please. So if this is the why, what's that actually going to do for us? What does that enable us to do? I was originally a hospital pharmacist. I've also been a community pharmacist, but for the last 25 years, I've worked in health informatics and terminology. And so much of what I do is about what can I do to support patient care, both patients directly and, for me personally, more the clinicians that are actually providing that care. And what we're trying to do with the SNOMED CT medication model is actually have a set of international concepts that member countries can use to build their own extensions, and for those with nothing already to be able to quickly get a starting setup. But from that sort of that core set, we're looking to really facilitate international interoperability of medication concepts. That's particularly important in patient summaries. We've just seen the recent directive from the G7 health ministers about international interoperability and the importance of the patient summary. And that's also a key project within UNICOM at the moment, a Horizons 2020 funded initiative. So that's one of the key focuses for the medication content. But we're also looking at international decision support. Decision support is expensive to build. It's expensive to maintain. It needs to be transferable across healthcare cultures and environments to really leverage the benefit of it and make our patients safer. We're looking to support analysis of medication information. There is a wealth of data out there. You're probably drowning in data. But to get that data to go from data to information, from information to knowledge,
And then to be able to apply that knowledge wisely within patient care is something that needs a lot of structuring and thought. You can't just bung it in a data warehouse and hope that wisdom will emerge. Maybe if we had several million years, it might evolve, but we don't, as COVID has taught us. So we need to support analysis. You probably need to support analysis in your own hospital environments to make your care better, faster, and cheaper. So that's a key use case for what we've been doing. And also, because SNOMED CT is this comprehensive terminology, we need to be able to sufficiently define concepts elsewhere. If the anaesthetists want to be able to say, to reference a particular type of neuromuscular blocker in a protocol, we need that concept of medication ready for them to use. When we're describing allergies, we need all the links to be present to be able to build the right alerts. So next slide, please. How do we do this? My next 4 or 5 slides are about the model itself. And I won't go into an awful lot of detail. I'm sure FAST will make these slides available, and all of these diagrams are present in the documentation of SNOMED itself. I would really encourage you to go and look, to go and think, to work through examples, both in the documentation and in the freely available daily build that SNOMED has for its content. One thing I would point out, that medicinal products are a bit special within SNOMED. Generally speaking, SNOMED works on an open world assumption, the existential restriction in ontology. This product contains some paracetamol, but maybe something else. And that's really useful for our analysis use case, for our pharmacovigilance use cases, but it's not very good for our prescribing use case when you want to say, just give this patient paracetamol 500 milligrams and nothing else. So we've had to actually build into the ontology the closed world assumption. This product contains 500 milligrams of paracetamol and no other active ingredients. And we've done that with some quite intricate pieces of modeling, which I won't go into the detail now, but just suffice it to say that that was one of the biggest challenges that the team had to face, to really meet the prescribing and dispensing use cases and the medication summary use cases for SNOMED CT medicinal product content. And next slide, please. We can go from something quite simple to something a lot more complex, still representing this open world view and closed world view. We know the majority of our medicinal products have one active ingredient substance in them, but not all of them. And as soon as you go to more than one active ingredient, this is just the model of X and Y, the number of classes grows, and it does get a little more complex. And if we go to the next slides, please, you'll see that worked out in an example, a very simple example. We have products that contain ezetimibe, products that contain simvastatin. And most healthcare cultures also have products that contain the two combined, because that's something we regularly want to give to patients. So we have all the relationships that are needed to connect those things, both in the open world view and the closed world view. So if you have a patient that statins are contraindicated in, we need all of the relationships that can clearly pick up products that just contain simvastatin and those that contain simvastatin with something else. And that's why we get this degree of complexity in the model. But it does give us a significant amount of power for our use cases. And the next slide, please, will show you how just one of those concepts, and in a sense, the clinical drug concept, the concept that we most
most often associate with the virtual medicinal product. In most cases, that relates directly to what I think in France is the I've forgotten what you call it in the circuit de médicament. Hold on a sec, I will remind myself. The UCD. This is the detail of the attributes that underpin that foundational concept in the international model, because we start with what is and abstract up, whereas most of SNOMED starts from something very abstract and works down. The patient has a myocardial infarction. It's on the left side of the cart, so it's a left-sided myocardial infarction. It's a ventricular myocardial infarction, so it's a left ventricular myocardial infarction, and the granularity gets more and more detailed as you go down. For us, we start with what is authorized. The product containing only simvastatin 40 milligrams, ezetimibe 10 milligrams in an oral tablet, and abstract up and abstract up and abstract up. So it's a different approach, and it's been very challenging, as I mentioned, in the team to work that through, to get something that really meets what we all need. But on the detail of this slide, I'm not expecting anyone to be able to read it, but it's a view that you can get in the daily build. There are several views. This is the detailed attribute view. You can get a taxonomy view, which shows all the relationships. You can get a view with the synonyms, the different languages and the patterns of naming that you can use. Remembering that the fully specified name is what is definitional in SNOMED, but is not what you might want to put on a user interface, never mind the fact that it's in American English. But all of that detail you can get from different screens in the daily build, so please do go and have a look. Next slide, please. So I've been talking about what's in the international edition. That's what's built by the centrality of the team at SNOMED International. That doesn't cover branded products, the real products that are authorized by any country, by ANSM in France, by the MHRA in the UK. To do that, you need the national extension. And another of the areas that have been worked on very hard is how to get the classes in that national extension to work seamlessly with the classes of and information in the international edition, so that you can leverage all the power of the tooling and leverage all the power of the ontology for clinical decision support using the grouping concepts and so forth. And this is where the national model comes in. It describes the real products that exist in the countries. It describes the real packages, because it's packages where we get the GS1 codes that we would need to do what I called closed loop medication and checking, and I think what you call the circuit de médicament. And sometimes we need virtual representations, abstract representations of packaging. If we want to put an indicative price on something, give me your best price for 10,000 packages of 28 simvastatin 10 milligram tablets. That abstract concept is something that you would build in your national extension. And if we go to the next slide, please, I have a very simple example from actually atorvastatin, going to the Lipitor product that is manufactured and authorized in different countries by Pfizer. And there's a lot more examples of these sorts of things in the SNOMED documentation. So if I could go to slide 11, the next slide, please. If that was the why, the what, the how, this is the who.
In the last few months, we have started the delightfully named Drug Extension User Support Group, the DEUSG. And this has membership from, I think, over 65 different participants in more than 20 nations, coming together to look at how we might best implement all this work that has been done on SNOMED medicinal product content. You don't actually have to have a formal extension to be a part of this group. You might be mapping to the international from your own drug dictionary, from your own MPD. Or you might just be looking to see what concepts there are that you could use in decision support or in the circuit de médicament. And it's a group that meets every second Thursday at different times, rotating. It's always within the working day for us in Europe. I use us as a generic term there, being a Brit. But it also captures people that are using this in Australia, New Zealand, and Asia Pacific, as well as people all the way through the Americas. There's significant adoption of SNOMED CT in the Americas, particularly in South America. And the medicinal product content is particularly important in South America. So we do want to span the globe and actually use each other's expertise in implementation. One of the things that this group has tried to do is bring together documentation so that if you listen to a presentation like this, you can then go away and look at and read slowly in your own time information about that. And if we could go to the next slide, please. That's something I want to highlight here. There is documentation available. Some of which has been updated very recently. And it's a very good way to, as I say, look and learn from others' expertise in this area. It's very much a team approach. So, if we might go to the next slide, please. I mentioned that there were 3 areas that we're trying to make all of this into reality that people can use on a day-to-day basis. And the first area that I'd like to just look at very quickly is in prescribing. So if we go to the next slide, please. I've had the privilege to work in very many countries in the medicinal product terminology area. And one of the things I have learned is that they are all different. Here in the UK, everything we do is driven by what we call generic prescribing. I think in Europe, it's much more called INN prescribing or denomination commune prescribing. And the relationships in SNOMED CT, particularly either using directly a national extension or doing a mapping from an existing national MPD to SNOMED CT, really facilitates that ability to do INN prescribing and to encourage prescribers within that. And apologies, here we're moving from left to right, whereas in all my other slides we've been moving from right to left. Anything that a prescriber uses by choosing a brand name or directly choosing a UCD that comes with its brand name, you can transform to a generic representation, an abstract representation, just by using the relationships. And quickly encourage prescribers to see that the brand that they used to check is actually got this generic name. And I suspect for simvastatin, this is all very well known. But when I started in hospital pharmacy, my clinicians were still saying Lasix, when actually what they meant was in those days furosemide and is now furosemide. And we used
we actually used to hand build things like this because it's probably nearly 30 years ago. But just to get people used to going to using and recognizing the INN or the DC. And what we used to have to hand build now can just all be done using the relationships in ontology by the press of a button. And there are various different levels of abstraction that you can choose. I've chosen two here. One is the clinical drug, the concept at the bottom, the simvastatin 20 milligram oral tablet. Or you can use a higher level of abstraction if you just want to say, actually, this is all medicinal products containing only simvastatin. You can just put that maybe alongside the prescription to encourage this subliminal understanding of we need to move to using INN all of the time. Another area where we can leverage the power of the relationships is in supporting the circuit de médicament. So if I could go to the next slide, please. Whilst we really want to encourage prescribers to be looking at the virtual, the abstract, the INN or denomination commune view of the world, when you actually get down to safety checking, you need to scan a box. Over here, the nurse scans the patient's wrist and the wristband, scans the prescription, scans the box from which something's going to be administered, and we have the complete circuit. And for that, obviously, you need something like the GS1 EAN or barcode, which is down at the actual package that they're going to administer from. So we need those relationships to move the other way in order to get the checking through that circle. And all of those are present in what we've built in the SNOMED Medicinal Product Dictionary. Obviously, you have to put your own branded products because the GS1 code is country specific. But all of the relationships are there. We're not having to do individual sets of mappings. And particularly in France, where you need the UCD, that can quickly be put into this sort of ontology using the relationships. And finally, a third area that's very close to my heart, the next slide please, is in building clinical decision support. This is where I started in clinical informatics 30 plus years ago, and all the sorts of areas that we know we need to do. One of my heartbreaks is looking at the reports that come out on medication safety. We have all these systems. Patients don't seem to be getting any safer, and that's a real concern to me. We need to reduce risk of harm to patients and increase the efficient use of medicines. Resource, particularly in a pandemic, is such a key issue. And it's one of the reasons why SNOMED CT and medicines in SNOMED CT is so important, because we need that comprehensiveness of a terminology. If the patient has reduced renal failure, a reduced renal function, or any sort of renal failure recorded in their patient record as a diagnosis or a problem, using SNOMED CT in the process of care, I need to be able to relate that directly to the medications that they are taking and the contraindications and precautions of that, so that I can give alerts and really make those patients safer. We also have within SNOMED CT a whole set of grouper concepts based on structure and disposition. I've pulled out an example here of durzolamide, which we all know is a carbonic anhydrase inhibitor. So when we're a specialist treating glaucoma, I know all of that. What happens if I've actually put in an allergy to sulfadiminide cream somewhere else in the patient record?
That's got nothing to do with treatment of glaucoma. That's about treatment of burns. Well, hey, the relationships that exist in the medicinal product model allow you to say, yeah, well, that's a sulfonamide product. And actually, dorzalamide is also a sulfonamide product. And if the patient has an allergy to one sulfonamide product recorded here, maybe I should put out an alert here and save ourselves some pain and discomfort. And find a different product to treat this patient's glaucoma. And that's all using the relationships that exist in this very, very powerful ontology. Just to say these things are complementary. They are not in competition. Thank you. Donc maintenant, je vais accueillir en plateau Émilie Nguyen, François Macari et David Wagne pour une présentation d'abord par Émilie sur SNOMED-CT, une terminologie au cœur de la prise en charge du médicament. Donc bonjour à tous, bonjour Émilie, bonjour David et bonjour François. Et donc on va commencer par une première intervention de Émilie. Donc Émilie, vous êtes pharmacienne de formation hospitalière, vous êtes arrivée chez FAST en 2014 si je ne me trompe pas, et aujourd'hui vous êtes responsable du référentiel CIO-DC. Et donc pour commencer, une première question, qu'apporte la terminologie SNOMED-CT au catalogue d'interopérabilité CIO-DC ? Alors, CIO-DC, Anne l'a présenté brièvement tout à l'heure, c'est bien donc le catalogue d'interopérabilité du médicament. Donc, comme son nom l'indique, l'objectif est de fournir une description interopérable du médicament. Pour cela, on reprend des données sources issues d'instances officielles ou de sociétés savantes. Donc bien souvent, ces informations en grande partie viennent des résumés caractéristiques des produits, des spécialités pharmaceutiques, mais ce sont des informations qui ne peuvent pas être exploitées en l'état par les systèmes d'information hospitaliers. CIO-DC va donc transformer ces données en données codées et structurées qui vont pouvoir être interopérables, c'est-à-dire exploitables dans les logiciels impliqués dans le circuit du médicament. D'accord. Cela facilite et sécurise donc les échanges de santé au sein du système d'information hospitalier, mais aussi va pouvoir permettre de faciliter les échanges entre différents établissements de santé appartenant à un même groupe hospitalier. Alors, depuis 5 ans maintenant, FAST a fait le choix de s'affilier à SNOMED International afin d'enrichir ses référentiels d'interopérabilité avec la terminologie SNOMED-CT. Donc, CIO-DC a accueilli au cœur de ces données la terminologie SNOMED-CT afin de renforcer sa description du médicament, notamment pour les données pharmaceutiques, mais aussi l'exploitation de SNOMED-CT nous a permis de nous ouvrir aux données cliniques en lien avec le médicament et donc en envisageant de mettre à disposition ces données au travers de services d'aide à la décision clinique intégrés dans les établissements de santé. En complément de ces données codées dans la terminologie SNOMED-CT, nous avons fait le choix de transmettre nos données en nous appuyant sur des ressources FHIR, qui est donc un standard international de l'interopérabilité et qui permet de faciliter le partage des données dans les dossiers informatisés de santé. D'accord, et donc j'ai une grosse question. Pourquoi utiliser la terminologie SNOMED-CT, particulièrement dans la prise en charge thérapeutique ? Alors, la pertinence de SNOMED-CT au niveau de la prise en charge thérapeutique peut s'expliquer pour 3 principales raisons. La première est que SNOMED-CT est une terminologie de référence internationale. Donc, on parle de terminologie de référence car elle a une finalité descriptive concernant des données de soins de personnes, contrairement à d'autres terminologies internationales d'agrégation comme la classification CIM-10 ou la classification ATC qui vont, elles, avoir une finalité plus classificatoire et donc qui vont être limitées dans la prise en charge thérapeutique. De plus,
comme je vous l'ai expliqué, SNOMED-CT va apporter une description standardisée, interprétable par les systèmes d'information, compatible avec le standard FHIR, ce qui est indispensable pour faire de l'interopérabilité dans les dossiers informatisés de santé. Au-delà de tout ça, c'est bien sûr la richesse que va apporter SNOMED-CT qui va nous permettre de naviguer au cœur de la prise en charge thérapeutique. Donc SNOMED-CT apporte un vocabulaire extrêmement complet et puissant. Donc il y a plus de 350 000 concepts médicaux codés, reliés par plus de 3 millions de relations. Et ces concepts médicaux sont retrouvés dans 19 hiérarchies différentes, 19 catégories. Donc on retrouve dans une catégorie qui représente un tiers des concepts la description des états physiopathologiques. Donc dans cette catégorie, on va retrouver des concepts qui vont coder des constatations cliniques telles que des signes, des symptômes, des états normaux ou anormaux, mais tout aussi bien des pathologies, des blessures, des maladies. Donc c'est vraiment une catégorie très riche sur le point clinique. On retrouve aussi une deuxième catégorie qui représente 16% des concepts de la terminologie SNOMED-CT, qui concerne les procédures. Donc on entend par procédure tout acte intentionnel visant la médecine, donc les actes médicaux, les actes chirurgicaux, les actes diagnostiques. On retrouve bien sûr, comme l'a évoqué Julie James, la description du médicament avec une véritable finesse dans la description. Donc tout aussi bien la dénomination commune, mais aussi les formes pharmaceutiques, les voies d'administration. Et on retrouve aussi une catégorie qui va décrire des situations et qui va être particulièrement pertinente pour décrire des antécédents familiaux ou des antécédents médicaux. Ainsi, SNOMED-CT va vraiment apporter une représentation codée de l'information clinique qui est nécessaire dans les échanges impliqués dans la prise en charge thérapeutique. D'accord. Et donc, à quel niveau intervient SNOMED-CT dans la prise en charge thérapeutique ? Tout d'abord, SNOMED-CT va vraiment être essentiel et faciliter la prescription en dénomination commune, à savoir que la prescription en dénomination commune est obligatoire en France depuis 2015 et SNOMED-CT va pouvoir aussi permettre de confronter cette prescription à la situation clinique du patient. Donc, CIODC décrit les spécialités pharmaceutiques qui sont identifiées par le code UCD, pour unité commune de dispensation. Donc, à ce code d'UCD, comme je vous l'ai expliqué, on va déterminer tout un ensemble d'items décrivant notre spécialité. Et parmi ces items, vous retrouvez la dénomination commune, le dosage en substance active, la voie d'administration et la forme pharmaceutique. Donc, dans CIODC, nous avons fait le choix de coder ces différents items dans des standards internationaux, tels que SNOMED-CT pour la dénomination commune, la voie d'administration et la forme pharmaceutique. Et pour les dosages, nous nous appuyons sur le standard UCUM. Ainsi, notre médecin, notre prescripteur, va donc effectuer sa prescription en dénomination commune codée en SNOMED-CT, donc en s'appuyant sur les données présentes dans CIODC, et donc va pouvoir choisir le dosage voulu. Grâce à la transmission qui s'appuie sur les ressources FHIR, vous allez pouvoir avoir toute une proposition, une liste de spécialités correspondant à cette dénomination commune associée à son dosage. Et au fur et à mesure, le médecin, le prescripteur, va pouvoir affiner sa prescription, affiner en fonction de son intention thérapeutique, donc aller préciser éventuellement la voie d'administration ou même plus précisément encore la forme pharmaceutique. Et on voit que dans ce cas-là, notre liste de spécialités associées et possiblement délivrables va se réduire. On peut aussi imaginer une contrainte supplémentaire qui arrive dans la plupart des établissements liée à la présence ou non de nos spécialités dans le livret thérapeutique de l'établissement. Ainsi, donc, on voit bien que la prescription en dénomination commune et la possibilité, les différentes propositions de dispensation qui en découlent, se modulent en fonction de l'intention thérapeutique du prescripteur.
D'accord. Et donc, comment confronter ces données à la situation clinique du patient ? Eh bien, pour pouvoir justement confronter donc à la situation clinique du patient, nous avons dû faire évoluer notre catalogue d'interopérabilité donc pour pouvoir introduire ces données cliniques en lien avec les médicaments. Donc, comme je vous l'ai expliqué, jusque-là, vous trouvez dans CIODC des données pharmaceutiques décrivant le médicament. Nous avons entrepris un travail pour introduire dans CIODC des données cliniques en lien avec le médicament, donc les indications thérapeutiques et les contre-indications. Et donc, nous avons travaillé pour structurer ces termes cliniques en nous appuyant sur des concepts de la terminologie SNOMED-CT. Donc, lorsque nous reprenons notre prescription en dénomination commune avec les différents attributs choisis par le médecin, donc qui permet l'orientation à la dispensation vers différentes spécialités, chacune de ces spécialités vont bien sûr porter des indications thérapeutiques et des contre-indications qui seront du coup associées à des codes SNOMED-CT adéquats. Donc nous allons pouvoir faire hériter à notre prescription à dénomination commune ces données cliniques, donc ces indications thérapeutiques et ces contre-indications. Et ces informations vont pouvoir être mises en écho avec la situation clinique de notre patient. Donc on entend par situation clinique la catégorie de patient, donc s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, son âge, son poids, les éventuelles pathologies référenciées dans le dossier patient informatisé, les allergies et aussi les résultats biologiques liés à des examens biologiques effectués à l'hôpital. Donc l'ensemble de ces données présentes dans la situation clinique vont être affiliées à des codes dans la terminologie SNOMED-CT et pour les résultats biologiques, on s'appuie sur la terminologie LOINC. Donc ces informations vont pouvoir être confrontées à nos données cliniques liées aux médicaments et prescrites par notre prescripteur. Tout ça grâce à des messages qui s'appuient donc sur les ressources FHIR. Et donc on va pouvoir orienter le médecin en l'alertant sur la cohérence de sa prescription. D'accord. Et donc peut-être une dernière question. Quel a été le travail entrepris plus particulièrement dans le catalogue CIODC ? Dans CIODC, c'est un travail conséquent du coup, qui a été entrepris. Pour une petite indication, dans CIODC, là, en début de semaine, dans la dernière version, on comptait 13 674 spécialités. Donc pour chacune de ces spécialités, nous avons relevé les indications thérapeutiques et les contre-indications renseignées dans les résumés des caractéristiques du produit de chaque spécialité. Et donc, nous avons comptabilisé 7217 indications thérapeutiques et 3944 contre-indications. À savoir que ce sont des données qui sont en éternelle évolution. Bien souvent, lorsque le laboratoire fait des études complémentaires dans des catégories de patients nouvelles, on peut avoir des nouvelles indications. Et la pharmacovigilance aussi permet de nouvelles contre-indications. Donc, une veille est effectuée sur ces données sources de manière à être le plus à jour possible. Donc, à partir de cette collecte d'indications thérapeutiques et de contre-indications, nous avons structuré ces termes cliniques en nous appuyant sur des concepts de la terminologie SNOMED-CT afin de les rendre exploitables par le système d'information. D'accord, merci beaucoup pour cette présentation complète. Donc, on va prendre maintenant quelques questions. Et donc, peut-être une première question. Donc, visiblement... Donc, je reviens avec vous, Émilie, pour quelques questions. Et donc, une première, donc visiblement, la confrontation de la prescription à la situation clinique n'est possible que si la situation clinique, elle est codée en SNOMED-CT. Donc, je voulais savoir, à ce jour, est-ce que ce n'est pas le cas? Donc, qu'est-ce que vous préconisez de faire? Justement, FAST a travaillé pour offrir un nouveau service. Il s'agit de TIOCT, donc qui propose aux établissements d'intégrer la terminologie SNOMED-CT dans leurs implications informatiques. Et donc l'idée, c'est de transformer les termes cliniques locaux en termes de la terminologie SNOMED-CT, donc de faire vraiment la correspondance entre les codes locaux et les concepts de la terminologie SNOMED-CT afin de fournir
fournir dans les dossiers patients informatisés un vocabulaire standardisé, exploitable par tous. D'accord. Donc j'ai une deuxième question. CIODC va mettre à disposition donc, les indications et les contre-indications. D'autres données cliniques sont en lien donc, avec le médicament, sont envisagées pour être codées en SNOMED-CT? Mais oui, on s'est penché justement sur donc, toutes les informations présentes dans les RCP en lien avec les données cliniques du médicament. Donc c'est en cours d'analyse. C'est vrai que les effets indésirables énoncent toute une liste de symptômes assez complexes, mais la terminologie SNOMED-CT nous semble assez pertinente avec ses différents niveaux de granularité pour pouvoir répondre et apporter des connaissances pour les interactions médicamenteuses. D'accord, merci beaucoup. Donc je regarde, il n'y a pas d'autres questions, donc on va passer tout de suite avec David et François. Merci. Donc bonjour François, bonjour David. Donc je vais vous présenter un petit peu avant de vous lancer sur votre présentation. Donc vous, François, vous êtes en charge des activités de standardisation internationale chez FAST. Vous êtes aussi l'un des derniers membres fondateurs de l'association Interop Santé et vous contribuez également activement au standard FHIR de HL7 International. Donc, et notamment au sein de SNOMED International, vous co-animez aussi le groupe de traduction française de la terminologie, donc, si je ne me trompe pas. Et donc vous, David, si je ne me trompe pas, vous êtes donc ingénieur, vous avez fait un doctorat sur l'interopérabilité sémantique. Donc votre parcours vous destinez presque à travailler chez FAST finalement. Et aujourd'hui, vous êtes donc l'expert interopérabilité et innovation. Donc on va commencer avec vous, François, pour faire la suite de la présentation de Émilie. Donc on a vu justement que rendre exécutables ces indications thérapeutiques des médicaments, c'était un projet de très grande ampleur. Donc pratiquement, comment on s'y prend pour rendre exécutable une indication thérapeutique ? Je vais essayer de répondre à cette question. C'est effectivement un projet ambitieux que l'on met en œuvre et qui conjugue des compétences variées des équipes de FAST qui ont été mises à contribution pour faire franchir à ces indications qui sont publiées sous forme textuelle par la NSM ou par l'EMA différents niveaux successifs de structuration. Alors le niveau de départ, c'est ce que l'on appelle la forme narrative, donc le texte de l'indication, par exemple ostéodystrophie rénale radiologiquement ou biologiquement évidente, chez l'insuffisant rénal ou chez l'hémodialysé. Et donc la première étape consiste à produire une forme semi-structurée de cette indication en dégageant les différentes propositions qui composent cet énoncé, donc en particulier la cible de l'indication, qui est ici l'ostéodystrophie rénale, les éléments de preuve, radiologiques ou biologiques, et puis les comorbidités comme hémodialysé ou insuffisant rénal. Cette étape a été prise en charge par une équipe de 4 médecins et 2 terminologistes. Et donc produit cette forme semi-structurée dans laquelle on a des propositions, on a également défini l'articulation logique entre ces propositions avec des « et », des conjonctions « et » ou parfois plusieurs niveaux de parenthésage suivant la complexité. Et également les concepts qui portent le sens des mots et des groupes de mots qui sont dans les propositions. L'étape suivante consiste à spécifier l'encodage dans les standards des propositions, donc des structures de données qui sont dans les propositions, de l'articulation logique et de la sémantique. Cette étape était conduite avec 2 experts des standards d'interopérabilité qui sont sur le plateau ici, il me semble. Et puis, dernière étape, donc réalisée par 2 de nos architectes IT, qui consiste à aller jusqu'à l'implémentation, donc produire un service d'aide à la décision dans un environnement local d'exécution dont on vous fera la démonstration tout à l'heure. Alors, pour franchir toutes ces étapes, on a besoin de s'appuyer sur 3 modèles pour représenter les indications thérapeutiques. Le modèle d'information qui sert à la fois à structurer l'indication thérapeutique, d'une part, et d'autre part, la situation clinique du patient à laquelle on confronte
cette indication. Le modèle de concept qui apporte toute la sémantique, hein, donc tous les concepts normés qui vont porter le sens des mots, et puis le modèle d'inférence qui transforme l'indication en des règles qui vont être appliquées sur la situation clinique et qui vont permettre de tirer des conclusions. Est-ce que pour ce patient, ce médicament est-il recommandé, oui ou non, et pourquoi ? Et donc ces modèles, il faut les appuyer sur des standards internationaux, hein, c'est un message, je pense que tout le monde a compris. Et donc pour le modèle d'information, le standard qui s'impose aujourd'hui, c'est HL7-FAIR. Pour le modèle d'inférence, c'est un autre standard d'HL7 qui s'appelle Clinical Quality Language, CQL. Et enfin, pour le modèle de concept, Julie James nous en a parlé et Émilie aussi, donc SNOMED-CT, LOINC, OUCOUM pour les unités de mesure, auxquelles on adjoint la famille de normes ISO, IDMP. Alors, on va voir plus précisément comment on articule ces standards pour une indication thérapeutique. Le modèle de concept s'appuie d'abord sur SNOMED-CT, qui est vraiment la clé de voûte pour représenter l'indication thérapeutique. Comme on l'a déjà dit, il y a beaucoup de concepts dans SNOMED, et il y a aussi toutes ces relations, ces 3 millions de relations. Donc d'une part, les relations hiérarchiques qui permettent de naviguer et de se positionner au bon niveau de granularité par rapport à l'information qu'on veut représenter. Et puis des relations plus transversales, hein, qu'on appelle des relations d'attributs, qui portent les propriétés de chaque concept. Vous avez vu dans une image très riche présentée par Julie James tout à l'heure, combien il y a d'attributs pour représenter un seul médicament. Donc là, ici, le concept central pour une indication thérapeutique, c'est le concept d'administration de médicaments, ou l'un de ses descendants, par exemple anesthésie générale, si le médicament est un anesthésique. Ensuite, on trouve dans SNOMED-CT un certain nombre d'attributs. Quelle est l'intention du traitement, quelle est la catégorie du sujet, quelle est la voie d'administration, la cible, la méthode. Et pour ces attributs, on va pouvoir mettre en regard d'autres concepts SNOMED-CT qui précisent, donc par exemple, intention curative, catégorie adulte, voie orale, et pour la cible, on va choisir une pathologie ou une procédure telle qu'une intervention chirurgicale si on est sur un anesthésique ou une situation clinique, et puis etc. Et lorsque on a besoin de confronter des valeurs quantitatives par rapport à des seuils, à ce moment-là, on complète la panoplie sémantique en faisant appel à des observations LOINC pour dire, par exemple, c'est pour un patient à partir de 16 ans ou c'est pour un patient qui a du cholestérol inférieur à telle valeur ou la durée du traitement est de 15 jours maximum. Donc ça, c'est pour le modèle de concept. Pour le modèle d'information, le médicament, avec sa description et avec l'indication, va utiliser des ressources, en particulier les deux qui sont présentées ici. Et puis ensuite, il y a bien sûr les ressources qui portent le circuit du médicament, donc la prescription, et avec le contexte clinique qui est en dessous. Toutes ces ressources s'approvisionnent au modèle de concept pour peupler leurs éléments avec les bons concepts. Et pour le troisième modèle, le modèle d'inférence, lui, donc qui s'appuie sur CQL et qui va mettre la logique en œuvre avec des conjonctions, des tests d'existence, d'inclusion, d'exclusion. Ce modèle va lui aussi s'appuyer sur les concepts. Et dernière relation, une ressource particulière du standard FAIR, qui est la ressource library, qui va être attachée à Medication Knowledge, et qui sert à invoquer depuis FAIR les règles d'inférence qui sont décrites en CQL. La méthode que nous avons suivie pour rendre exécutable une indication thérapeutique peut se schématiser en 3 étapes. Le découpage du texte en proposition et en articulation.
la normalisation sémantique qui consiste à aller chercher les bons concepts pour les mettre dans les propositions et dans l'articulation logique, et enfin la formalisation dans les standards, donc FAIR et SQL. Je vais illustrer cette méthode en prenant un exemple. Donc le patient Marcel Pabien-Desaux, qui est un adulte de 65 ans et qui a une situation clinique représentée à gauche dans le rectangle gris, donc insuffisance rénale chronique, étayée par la clairance de la créatinine, ostéodystrophie biologiquement avérée, comme on le voit en dessous, par les phosphatases alcalines élevées et l'hypocalcémie, et puis d'autres pathologies que sont l'hyperphosphorémie et la mobilité réduite induite par l'ostéodystrophie. Le prescripteur, donc on suppose que ce patient est accueilli en néphrologie, et donc le néphrologue envisage de prescrire ces 3 dénominations communes: l'alpha-calcidol pour soigner l'ostéodystrophie, le CV-Lamer pour contrôler l'hyperphosphorémie, et l'énoxaparine pour prévenir les risques thromboemboliques veineux inhérents à la mobilité réduite. Donc cette situation clinique qui est représentée en clair à gauche, dans le standard du médicament, enfin dans le circuit du médicament, elle va être portée par des ressources FAIR qui sont listées ici, mais que je vous laisserai regarder à tête reposée plus tard, dans les messages de prescription et de dispensation. Et là, on va se focaliser sur la première indication de la dénomination alpha-calcidol, donc traitement curatif de l'ostéodystrophie rénale radiologiquement évidente et ou avec élévation des phosphatases alcalines et hypocalcémie, chez l'insuffisant rénal ou chez l'hémodialysé. Donc, comment on transforme ça en une indication exécutable ? Donc, on commence par découper le texte et par allouer les grands blocs au standard sous-jacent. Donc, l'intention de traitement sera portée par la ressource Medication Knowledge. Traitement curatif, ce sont les premiers mots du texte. Et tout le reste du texte, qui comprend la cible, les éléments de preuve et les comorbidités, va être découpé en 7 propositions articulées avec des conjonctions, et tout ceci va être transformé en langage SQL. Donc l'étape suivante, qui est la normalisation sémantique, va chercher dans donc SNOMED le bon concept pour porter l'intention de traitement curative, et ensuite construit un arbre logique en partant de la cible de l'indication, donc en SQL, donc ostéodystrophie rénale, qui est assorti de conditions. D'une part, les éléments de preuve soit radiologiques, soit biologiques, et d'autre part, les comorbidités, ici, donc hémodialyse ou insuffisance rénale, attestée par le niveau de la clairance de la créatinine. Donc cet arbre logique d'inférence est ensuite traduit automatiquement dans le langage SQL. Donc c'est la dernière étape qui réalise ceci. Dans la formalisation, donc d'une part, on continue de renseigner la ressource Medication Knowledge avec le médicament et notamment l'intention thérapeutique, et puis on construit donc cette expression SQL qui est fort heureusement illisible à l'écran, mais que vous pourrez examiner à la loupe plus tard, et dont on ne voit qu'un extrait, mais dont maintenant David va nous faire une démonstration plus vivante. Merci beaucoup François pour cette présentation exhaustive. Donc il me semble, David, que vous allez nous faire justement une démonstration, et que vous allez commencer par 2 diapositives de l'architecture. Donc je préviens donc notre auditoire qui n'est peut-être pas très technique, donc je pense notamment peut-être aux pharmaciens. Vous inquiétez pas, c'est deux diapos un petit peu techniques, mais juste après on part sur la démonstration pour mettre tout ça en image. Merci Mériadec. Donc je vais commencer par présenter donc notre simulateur de logiciel d'aide à la prescription que l'on voit ici à l'écran en vert. Ce simulateur va produire donc une ressource Medication Request qui peut être comparée à une ligne de prescription dans laquelle on va faire figurer la voie d'administration codée en SNOMED-CT.
Cette ressource Medication Request référence une ressource Medication dans laquelle on va retrouver des éléments codés comme l'ADC codé en SNOMED-CT, la forme pharmaceutique elle-même codée en SNOMED-CT, ainsi que les substances, principes actifs au niveau des ingrédients aussi codés en SNOMED-CT. Ce simulateur s'appuie donc sur le service de catalogue CIODC, comme l'a précisé François, qui utilise donc les ressources Medication Knowledge pour représenter donc les médicaments, les différents niveaux de décès et les spécialités. Ces Medication Knowledge sont liés à nos librairies donc, qui sont consécutifs à la méthode qu'a présentée François, donc qui contiennent nos indications SQL, qui portent les indications exécutables. Et aussi, on utilise nos services de terminologie TIO pour certains champs, par exemple, on a durée de prescription, on a besoin donc d'avoir les unités de mesure de temps. Également dans nos librairies SQL, on fait référence à des ressources de type ValueSet qui permettent de regrouper un certain nombre de concepts sous une même bannière. Et tout ça à travers une API Fire. Ce simulateur s'appuie sur un autre simulateur, un simulateur de dossier patient informatisé, ce qu'on appelle en technique une sandbox, qui contient les ressources, les situations cliniques des patients, et en particulier la situation clinique de Marcel. Petite note pour info, pour mettre en relation donc, notre simulateur de logiciel d'aide à la prescription et le logiciel de DPI, on utilise les spécifications Smart & Fire. La deuxième diapo, donc on fait intervenir, parce que là on a présenté le volet prescription en décès. Là, je présente donc notre simulateur d'aide à la décision, qui va exploiter et confronter à la situation clinique nos indications au travers d'une ressource Plan Definition qui contient donc la définition des services et des besoins de ces services pour préciser finalement de quelle information clinique il a besoin pour rendre ce service. Ces Plan Definition s'appuient sur des librairies Fire, alors à ne pas confondre avec les librairies de CIODC. Ça, c'est des librairies à vocation d'aide à la décision. Donc, en fait, elles incluent ces librairies indications, mais ces librairies vont, finalement, c'est elles qui vont rendre le service de produire les recommandations, les textes que liront les utilisateurs une fois l'aide à la décision déclenchée. Donc, on a fait apparaître aussi le lien CDS Access, puisqu'en fait, ce travail fait écho au projet que porte FAST, qui a pour objectif en fait le passage à un niveau industriel en fait de la relation entre les logiciels producteurs de soins et les systèmes d'aide à la décision. Et le lien donc entre notre simulateur de logiciel d'aide à la prescription et notre simulateur d'aide à la décision se fait au travers de la spécification CDS-Hooks. Et on peut le décomposer en 3 étapes distinctes. Donc la première, c'est le service va dire au logiciel d'aide à la prescription le contexte clinique attendu par le service. En 2, le simulateur envoie au système d'aide à la décision les informations demandées par le service. Le système d'aide à la décision, par le biais d'un moteur SQL, va exécuter donc ces indications et les confronter à la situation clinique envoyée par le simulateur d'aide à la prescription et va pouvoir fournir ces recommandations et que l'on verra apparaître à l'écran.
Et maintenant, on va pouvoir... Donc on va pouvoir remettre en contexte tout, voilà. tout ce que David vient de dire. Donc c'était en effet 2 diapos assez lourdes, mais vraiment intéressantes pour les personnes qui sont du côté de la technique. Donc maintenant, on va passer sur la mise en image qui va être un petit peu plus ludique. Donc on va justement reprendre les éléments qu'on a vus avec Émilie. Et donc c'est à vous, David, pour faire cette simulation. Voilà. Donc, on va vous présenter donc, notre simulateur de logiciel d'aide à la prescription. Voilà. Donc, on voit ici donc, Marcel Pabiendeso en haut à gauche, mis en focus. Là, c'est donc le simulateur de dossier patient dans lequel est inclus notre simulateur d'aide à la prescription. Là, on voit donc le médecin Suzanne Clark, néphrologue, qui va réaliser la prescription pour Marcel. Et l'étape première va consister à chercher le produit, la dénomination commune par son nom, une recherche texte classique. On va sélectionner donc la DC codée en SNOMED-CT. On va l'ajouter pour ensuite pouvoir ajouter les contraintes supplémentaires. Donc ici, on va présenter voilà, la liste des dosages disponibles fournis par CIO, DC. On a la liste des formes pharmaceutiques, elles, codées SNOMED-CT. La possibilité, donc, effectivement, d'ajouter la posologie, les voies d'administration codées SNOMED-CT. On voit qu'il y a 2 voies ici. La dose, avec les unités ou COUM. Voilà, donc là, on va faire effectivement la prescription, donc capsule molle, 1 microgramme. Et on voit que les voies ont changé, les dosages également, 1 microgramme. Et voilà, une fois par jour. Donc là, on va mettre l'heure de prise. Et puis pendant 7 jours. Et ici, pour l'exercice, on va simuler que le prescripteur a besoin d'une aide ou d'une confirmation. Donc là, il reçoit un message. Voilà. Donc là, c'est le résultat de l'exécution de notre indication mis en texte par notre simulateur d'aide à la décision. Donc c'est une indication structurée, on voit le texte, on voit qu'effectivement cette DC est recommandée dans ce contexte puisque les caractéristiques cliniques du patient sont en cohérence avec l'indication. Là, ici, on a la possibilité d'avoir accès à la source fournie par la NSM. Et on va passer donc, voilà, là on va ajouter cette ligne de prescription. Voilà, et on va refaire pour chacun des produits, donc le CV la mère. Voilà, on cherche par le texte, on ajoute, donc là on a accéléré un petit peu, voilà, donc c'est un peu plus dynamique. Là c'est une prise multiple, donc c'est 3 fois par jour. Pendant 7 jours, on se fait simuler aussi le besoin d'un support d'aide à la décision. Le CV à la mère est recommandé car les caractéristiques cliniques du patient sont bien en cohérence avec l'indication. Et on ajoute voilà, cette ligne, et maintenant l'énoxaparine. Alors l'enoxaparine a une caractéristique particulière qui aujourd'hui nous gérons pas dans notre simulateur de la décision, c'est l'intention c'est le caractère préventif de l'intention de prescription. Donc là, le système va répondre que ce produit n'est pas indiqué. Mais durant l'été, on va améliorer ça. C'est quelque chose qui sera géré puisque les indications ont cette information. C'est simplement dans cette démonstration, c'est une limite actuelle, mais qui sera dépassée durant l'été. Donc là, effectivement, le patient n'a pas les caractéristiques requises par cette indication, c'est pour ça qu'on a ce résultat, voilà. Et ensuite, on va sauver ça donc dans notre simulateur de dossier patient pour pouvoir passer à l'étape de délivrance. Donc on retrouve Marcel
ici dans notre simulateur de DPI. Maintenant, ça, c'est un pharmacien qui va donc effectuer la délivrance. L'étape première, c'est donc d'aller chercher les différentes prescriptions. Donc on retrouve un peu les informations que l'on avait saisies dans la prescription en décès. Là, ici, on voit bien le code SNOMED-CT porté par la dénomination commune. Et là, on a les spécialités sélectionnées par les différentes contraintes. Et on a aussi la possibilité de contraindre au livret thérapeutique pour avoir effectivement le produit attendu. Et on fait cette démarche pour chacun des lignes de prescription. Voilà, on voit dynamiquement l'absence, enfin la contrainte ou pas sur le livret thérapeutique. Voilà, je vous remercie. La démonstration est terminée. Merci David pour cette mise en image. Évidemment, on précise que FAST n'a pas vocation à être éditeur de logiciels et que c'était bien évidemment un simulateur. Donc on va maintenant passer à quelques questions et je crois qu'elles sont nombreuses. Donc je vois que vous avez posé beaucoup de questions pour nos invités qui sont en plateau, donc je pense que ça va se répartir un petit peu naturellement. Et donc une première question pour savoir, donc sûrement pour Émilie, CIODC a-t-il un périmètre France ou aussi international ? Alors, à ce jour, CIODC est vraiment déployé en France, dans les établissements. On compte environ 530 établissements abonnés, France Métropole et Dom-Tom. D'accord. Je vois aussi une autre question pour savoir si, du coup, FAST, est-ce que vous proposez le statut dispositif médical ? Bien sûr, oui. Un référentiel d'interopérabilité est dédié aux dispositifs médicaux. Il s'agit de CIODM. D'accord, vous avez ça aussi. Une autre question aussi un peu plus large pour savoir quelle est votre relation avec l'ANS, donc l'Agence du numérique en santé, et notamment dans le but de l'interopérabilité. Oui, donc l'ANS produit le cadre d'interopérabilité national pour la santé, bien sûr, et donc FAST, qui est moteur aussi dans l'association Interop Santé, participe à l'évolution de ce cadre d'interopérabilité au travers de la concertation mise en place par l'ANS. Et d'autre part, FAST collabore étroitement avec l'ANS sur d'autres sujets, en particulier sur le circuit des examens de biologie médicale avec la traduction française de la terminologie LOINC et la constitution des jeux de valeur pour porter le circuit de la biologie médicale. Donc FAST ayant un troisième référentiel qui s'appelle CIO-Lab et qui contient à nouveau tous les vocabulaires standardisés pour porter ce circuit de la biologie, et on retrouve sans surprise SNOMED-CT, LOINC et OUCOUM à l'intérieur. D'accord, donc c'est très intéressant que vous parliez de tout ce que fait FAST et des trois référentiels que vous avez, et j'ai une question, donc je ne sais pas pour qui, pour savoir si les catalogues existent aussi en allemand, donc les catalogues que vous proposez. Alors, donc, non, nos catalogues, les trois que nous avons cités, donc, portent les terminologies internationales, donc, virtuellement, sont prêts à porter les langues dans lesquelles ces terminologies sont traduites. La traduction de SNOMED-CT en allemand a été lancée il y a un peu plus d'un an, donc elle commence à émerger. Pour LOINC, on a énormément de langues. On doit avoir une trentaine de langues, je crois, dans laquelle elle est disponible. Voilà. Mais donc c'est simplement ça. Pour l'instant, on n'a pas encore travaillé à l'exportation de nos référentiels. On pourrait le faire justement du fait qu'on s'appuie sur des standards internationaux. Donc l'effort à fournir pour mettre à disposition une nouvelle langue serait assez mineur. D'accord. J'ai une autre question sous forme peut-être plus de remarques qui dit « Plus besoin des BDM pour faire le contrôle des contre-indications ». Alors, une grosse question. Oui, une grosse question. Je dirais que les BDM restent complémentaires. Hein. Vraiment, nous, on fournit des données codées et structurées pour qu'elles soient interopérables. Je pense que les BDM ont encore leur place pour pouvoir fournir des données encore plus détaillées et donc avec des expressions plus précises. On aura, je pense, un complément de réponse à cette question tout à l'heure en fin de réunion par Franck.
Mais là, ce que l'on a vu dans ce qu'on vient de vous montrer, en fait, on n'a fait que structurer une connaissance qui est dans le domaine public, hein, qui sont simplement les indications thérapeutiques. Donc on peut dire que c'est un niveau de base, un niveau plancher de la connaissance. Et pour ce que j'en comprends, les bases de données médicamenteuses, elles apportent un niveau supérieur en puisant à d'autres sources de connaissances. Hein. Donc là, pour l'instant, on n'a pas cette prétention. D'accord, donc j'ai encore deux questions des spectateurs. Et une première sur les vaccins, bon, c'est un peu le sujet à la mode actuellement. Quelle est la granularité de l'information sur les vaccins dans SNOMED CT ? Je ne sais pas si vous avez peut-être... Eh bien, on trouve dans SNOMED CT les vaccins. Donc, SNOMED CT a fait des évolutions très rapides, de même que l'OINC, pour apporter tous les concepts nécessaires pour suivre, contrôler la pandémie en cours. Hein, donc, en particulier, les différentes sortes de vaccins, les doses, les contre-indications aux vaccins et les constituants des vaccins, donc l'ARN messager, modifié. Donc on trouve effectivement tous ces concepts dans SNOMED qui continuent d'évoluer comme Julie James nous l'a indiqué dans son introduction. Donc ça s'enrichit en permanence. C'est pour ça que Julie James tout à l'heure a fourni le lien vers ce qu'elle a appelé le daily build, c'est-à-dire c'est vraiment l'état courant de la terminologie qui est disponible en ligne pour tout le monde. Hein. Donc vous avez l'URL dans les diapositives de Julie James. D'accord, merci beaucoup. Donc pour les autres questions, on va répondre peut-être en fin de séance. Donc maintenant, je vais accueillir sur le plateau, avec David qui va rester avec moi, Franck Jenner. Donc bonjour Franck, installez-vous, prenez votre temps, pas de souci. Ça serait bête de tomber de la chaise en effet. Donc pour vous introduire rapidement, vous êtes pharmacien hospitalier de formation et vous êtes évidemment le gérant de FAST. Et donc il me semble qu'avec vous et avec David qui est resté avec nous en plateau, nous allons aborder la feuille de route de FAST. Et donc la feuille de route, c'est un peu le terme à la mode. Ah oui, c'est effectivement un terme qu'on lit et qu'on entend un peu partout aujourd'hui. Mais c'est assez naturel, hein. Ça n'aura échappé à personne qu'on traverse une période que d'aucuns appellent la transition numérique. C'est une transformation qui touche tous les acteurs, dans le secteur hospitalier notamment, pour ce qui est de la santé. Et naturellement, la transition numérique, elle connaît une marche importante. C'est le médicament. Hein. Le médicament, c'est un sujet qui va impacter beaucoup d'acteurs, les utilisateurs évidemment, et puis de nombreux segments du monde des éditeurs de l'informatique de santé. Et donc, c'est une marche sur laquelle il faut pas trébucher. D'où cette idée de feuille de route. D'accord. Donc si vous voulez, vous pouvez passer les slides avec votre petite télécommande juste ici. Ah, c'est merveilleux. Donc on voit l'écoulement des saisons. Grâce à Dieu, on va bientôt être sous les parasols. Et on voit que la flèche du temps qui est sur la diapo va jusqu'au 31 janvier 2022. D'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer le 31 janvier 2022 ? Eh bien, le 31 janvier 2022, on va pouvoir passer dans la phase dite de déploiement, c'est-à-dire que tout ce qu'on a montré aujourd'hui, je ne parle pas des logiciels, des simulateurs, puisque ça c'est le travail des éditeurs, mais je parle des données qui ont permis d'animer les démonstrations, eh bien tout ça va être mis à disposition le 31 janvier 2022, bien sûr des utilisateurs finaux et par conséquent des éditeurs. D'accord. Et peut-être une question, pourquoi le 31 janvier 2022 ? Pourquoi attendre le déroulement de ces saisons ? Ah oui, alors on aurait pu attendre le 31 janvier 2022 et soudain se retourner vers l'écosystème et de dire « Ah, vous savez quoi, on a quelque chose de tout à fait intéressant et venez voir comment ça marche et commencer à essayer de l'intégrer pour le mettre à disposition de l'ensemble du secteur ». Évidemment, ça aurait été une perte de temps tout à fait dommageable. Donc, ce qu'on fait
on va faire deux choses. D'abord, on va valider tout le travail qui a été présenté ce matin. Je pense au processus de production et l'assurance qualité qui est associée à ces processus de production, parce que on touche des données qui sont évidemment extrêmement sensibles. J'ai pas besoin pour notre auditoire de faire un dessin, et il faut que ces données soient utilisées dans un contexte de sécurité absolue. Bon, je dirais, c'est la règle du métier. Et les 6 mois qui vont s'écouler, ou à peu près 6 mois qui vont s'écouler, vont permettre de vraiment consolider tout ça et de répondre à ces exigences de sécurité. Mais bien sûr que pendant cette période, nous allons accompagner les acteurs qui vont être les utilisateurs demain de cette transformation, et c'est cette période qu'on va mettre à profit pour organiser l'accompagnement au changement. D'accord, et j'avais une grosse question par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on a parlé toute la matinée du changement initié par Snowmed CT. Est-ce que ce changement, il évolue? Est-ce qu'il est motivé par, du coup, les éditeurs, par les personnes sur le terrain, ou est-ce que c'est vous qui... Oui, c'est une bonne question de s'interroger sur la dynamique. Bon, il y a une dynamique globale, on l'a évoqué, c'est la transition numérique, mais par rapport à ce qu'on présente aujourd'hui, on a au fond 2 grandes catégories d'évolution qui sont attendues. La première, elle est attendue depuis longtemps, hein, c'est la prescription en décès. La prescription en décès, aujourd'hui, c'est un concept qui est relativement flou, qui est pourtant obligatoire, qui s'apparente souvent à la prescription en médicaments virtuels, qui est une chose complètement différente. Et enfin, on peut apporter une réponse avec la solidité qu'on a vue, la standardisation à l'international, enfin je ne vais pas revenir là-dessus, qui est vraiment une réponse définitive sur la prescription en décès. Donc là, il y avait une attente depuis fort longtemps. Ça suppose une transformation des logiciels. Pour s'engager sur une transformation des logiciels, il faut être sûr de disposer des référentiels pérennes, de référentiels internationaux, parce que les éditeurs vont de plus en plus internationaux, etc., etc. Donc ça, c'était un premier mobile très fort pour le changement. Il y a un deuxième changement qui, lui, est récent, mais qui est tout à fait pressant. C'est l'arrivée dans le paysage d'une catégorie différente, nouvelle d'acteurs du système d'information de santé, que sont les éditeurs, disons, de l'aide à la décision thérapeutique, de l'aide à la décision clinique. Nous, souvent, on emploie le terme international CDS. Je l'emploierai peut-être involontairement aujourd'hui. Donc, ces acteurs-là ont besoin d'un substrat extrêmement clair qui permet de codifier, un substrat de codification qui permet d'identifier sans ambiguïté, de décomposer sans ambiguïté l'ensemble des termes cliniques, l'ensemble des termes de la description du médicament de façon complètement codée. Et c'est cette demande, c'est cette évolution, c'est ce besoin auquel doit répondre FAST, puisque le métier de FAST, c'est de fournir de l'interopérabilité sémantique. D'accord. Et donc là, on a parlé un petit peu de l'accompagnement. Comment il va se traduire dans les faits, et surtout à qui s'adresse-t-il ? Alors, effectivement, il y a 2 grands, deux grands groupes que sont les éditeurs. Alors, pour les éditeurs, on parle d'apprentissage, parce qu'on verra avec David tout à l'heure qu'il y a un certain nombre j'ai parlé de marches, là, il y a un certain nombre de marches à franchir sur cet apprentissage. Et par ailleurs, il y a ce que sur cette diapo, on désigne sous le terme d'hospitalier, et qui est en fait un groupe très large d'acteurs très différents, de compétences tout à fait différentes, et qu'il va falloir également accompagner pour préparer cette transformation du 31 janvier 2022. D'accord, donc si je comprends bien, on commence avec les éditeurs. Exactement. Ce sont les éditeurs qui doivent mettre en œuvre cette marche. Il nous semble naturel de commencer par eux. La première date, c'est donc la concertation Profil Fire du circuit du médicament sous l'égide d'Interop Santé. C'est un travail qui va être mené par Olivier Boux, concepteur de PN13, et en co-construction avec les éditeurs. Ensuite va venir donc 3 ateliers. Donc le premier courant 22 septembre, un atelier donc dédié au circuit du médicament, donc en relation évidemment avec cette concertation. Et dans le cadre de cet atelier, on va pouvoir s'appuyer sur notre simulateur de logiciel d'aide à la prescription et à la délivrance, pour bien comprendre comment fonctionnent les évolutions de ces IODC. Un second atelier
je dirais peut-être plus dédié aux éditeurs de logiciels d'aide à la prescription, à la décision, pardon, puisque c'est plutôt lié donc à la méthode qu'a présentée François, donc aux indications exécutables, à l'écosystème SQL, au moteur d'inférence SQL. Et un troisième atelier, également sous l'égide d'Interop Santé. Et là, il n'y a pas de profil, hein, tout le monde est bienvenu. Donc CDSOOC Smart on Fire, pour bien maîtriser les aspects standards de la relation entre les logiciels producteurs de soins et les systèmes d'aide à la décision. D'accord, donc une autre question, parce que je la vois aussi passer dans les commentaires, et on sait que c'est à la mode, le contenu à la demande. Comment ça se passe pour les éditeurs qui ne pourraient pas être présents lors de ces ateliers? Et je profite rapidement pour dire qu'évidemment la présentation sera envoyée aux spectateurs après ce live. Ces ateliers seront rejoués, bien entendu, voire même enrichis, car nos travaux vont évoluer, vont s'affiner, les standards également évoluent, donc on va suivre ces évolutions, et il y aura d'autres dates proposées durant l'année 2022. D'accord. J'ai peut-être oublié de poser la question de savoir qu'est-ce qui sera posé au sein de ces ateliers. Du coup, voilà, c'est ce que vous avez écrit, ça sera... Le déroulé des ateliers, c'est ce que vous venez de présenter. Il n'y aura rien de parti, il n'y a pas d'autres choses en plus qui vont être rajoutées Non, la seule chose auquel moi je pense, c'est que tout ça s'inscrit dans une démarche liée au projet CDS Access. Ce sont des éléments qui finalement aident l'écosystème à s'inscrire dans ce projet, qui a donc vocation à industrialiser donc cette relation entre les logiciels producteurs de soins et les systèmes d'aide à la décision. D'accord. Donc maintenant, je me retourne vers Franck pour la même question. Comment ça va se passer, ces ateliers, ces formations pour les hospitaliers? Oui, alors juste un petit mot. Tout à l'heure, j'ai dit hospitalier, c'est un terme évidemment un peu générique et pas très précis. Donc, là, ce qu'on désigne par hospitalier, c'est évidemment les pharmaciens, les médecins, mais pas que les responsables des déploiements des DPI dans les établissements, qui sont souvent d'ailleurs sont aussi des médecins. Les DSI des établissements, les DSI des GHT, et globalement les maîtrises d'ouvrage, qu'elles soient de l'établissement, du GHT, voire des grades régionaux, voire des agences nationales. Donc, en réalité, tous ceux qui, au titre de l'utilisation ou de la maîtrise d'ouvrage, vont être intéressés par je dirais, cette avancée sur la transition numérique, sur ce segment très important qui est la prise en charge du médicament. Merci pour cette précision, c'est vrai que c'est important de rappeler. Alors maintenant, la question c'était, on fait quoi pour ces formations? On va faire des choses qui ressemblent à ce que tout à l'heure David a présenté, avec ces simulateurs de prescription et ces simulateurs de logiciels d'aide à la décision. On va faire des webinaires, mais qui nous permettront d'être beaucoup plus souples, de jouer des situations très diverses, aussi bien sur le circuit du médicament, de la prescription à la dispensation, en utilisant bien sûr des gammes de médicaments, en utilisant en faisant jouer des protocoles, en prescrivant des perfusions, enfin bon, toute la technicité que connaissent bien nos confrères pharmaciens. Et puis bien sûr, on se contentera pas d'un cas clinique de monsieur de Marcel, mais on ira sur des cas cliniques plus complexes pour montrer à quel point cet ensemble de codification fondée sur l'ontologie SNOMED-CT est propre à répondre à tous les cas d'usage du circuit du médicament, je dirais de la prescription jusqu'à son analyse. Ok, d'accord, donc c'est vraiment des programmes très riches qui sont prévus pour ces webinaires. Même question que pour David, qu'est-ce qui va se passer si évidemment les praticiens hospitaliers ne sont pas disponibles pour participer à ces webinaires? Oui, même faute, même punition. On va
évidemment, on va pas, comment dirais-je, organiser un webinaire où on s'attend à ce que toute la France concernée par le médicament, ça ferait beaucoup de monde, se précipite. On aurait d'ailleurs beaucoup de difficultés à l'organiser. Non, ce sont des webinaires qui se dérouleront régulièrement et notre audience a l'habitude. Nous produisons des webinaires très régulièrement sur l'ensemble des sujets d'interopérabilité sémantique. D'accord, donc on conseille évidemment à tous les hospitaliers de participer à ces webinaires. Je vois également sur la diapositive qui était en grisé juste avant que vous prévoyez les 3e journées francophones SNOMED cet été. Donc je sais que vous avez fait la première et la 2e. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Oui, alors les journées francophones SNOMED cet été ne sont pas des journées spécifiquement dédiées aux médicaments. Hein. C'est des journées très ouvertes où on essaie de faire venir des spécialistes ou des éditeurs, des utilisateurs de tous les secteurs fonctionnels, de tous les secteurs métiers, mais ça n'empêche pas de traiter du médicament. Et là, on aura, je l'espère, l'opportunité d'annoncer la codification des contre-indications. Alors tout à l'heure, Émilie a inclus dans sa présentation indications et contre-indications. Les contre-indications ne sont pas encore réalisées. On pense pouvoir le faire et donc on pense pouvoir l'annoncer et on pense pouvoir le démontrer lors de ces 3e journées francophones SNOMED CT. Et ça voudrait dire qu'effectivement, le 31/01/2022, le 31 janvier 2022, on serait effectivement en mesure de livrer le codage des indications et des contre-indications, en plus du codage, évidemment, des médicaments et de la dénomination commune. Donc le 31 janvier, c'est un peu le feu d'artifice en retard ? Alors pourquoi pas un feu d'artifice pour le 31 janvier. Il faut peut-être dire ce qu'on va mettre à disposition le 31 janvier. On l'a compris, on va mettre à disposition une version CIODC, une nouvelle version de CIODC, et pour les éditeurs, j'ajouterai une nouvelle version Fire de CIODC. Et bien sûr, on a compris également que son corollaire, c'est le fait que cette version CIODC suscite l'utilisation de ressources Fire qui auront été préalablement, c'était le programme qu'a exposé tout à l'heure David, qui auront été préalablement profilés dans l'association Interop Santé. D'accord. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour avoir accès à ces services ? Enfin, tout dépend à quoi on compare la situation. Aujourd'hui, pour distribuer, pour intégrer et utiliser CIODC, c'est extrêmement simple. Les éditeurs doivent être membres de la communauté CIF. Je rappelle que la plupart des éditeurs sont membres de la communauté CIF. Et aujourd'hui, les établissements, pour utiliser CIODC, classiquement, doivent disposer d'une licence CIODC. Eh bien, l'arrivée de la nouvelle version CIODC Fire et son corollaire de profil Fire ne change strictement rien à cette situation. Les éditeurs qui sont membres de la communauté CIF disposeront, comme avant, sans aucune restriction de cette version, de ces éléments Fire, et les établissements qui ont leur licence, ils les auront, pour peu que les éditeurs aient intégré cette nouvelle version, et je vais en parler maintenant, pourront utiliser sans changement leur licence leur permettra d'accéder à cette nouvelle version Fire CIODC. D'accord, donc les établissements hospitaliers, finalement, ils n'ont plus qu'à appuyer sur le bouton et puis tout démarre et c'est... Alors, c'est vrai que ça serait le monde rêvé. En réalité, tous ceux qui nous écoutent savent que ça ne se passe pas du tout comme ça. Et c'est pour ça qu'aux côtés de l'accompagnement en changement, on a prévu un accompagnement à la transition. On peut caricaturer cette transition en décrivant les deux extrémités. On a des nouveaux entrants, typiquement des startups, pour lesquels les développements se font nativement en Fire, et donc ils adopteront la version le 31 janvier. Très rapidement, ils adopteront la version Fire de CIODC, les ressources Fire correspondantes pour le circuit du médicament. Ça c'est entendu. Mais ça ne concerne pas la majorité du secteur de l'édition de l'informatique de santé. Pour la plupart des éditeurs, CIODC est intégré. Pour la plupart des éditeurs, il y a des interfaces PN13, et il est hors de question que tout d'un coup, on dise le 31 janvier, on bascule. Enfin, ça serait juste une aberration, et donc ça ne va pas du tout se passer comme ça. On va livrer en sus de la version Fire une version comme on le fait classiquement, à peu près tous les ans, on fait une nouvelle version compatible ascendante. On va livrer
pour les éditeurs, pour la majorité des éditeurs, une version compatible ascendante CIODC qui portera les codifications SNOMED CT appropriées pour bâtir une prescription en DC et qui livrera également les librairies dont François a parlé tout à l'heure et David en parlait tout à l'heure, qui permettront de relier chaque code de médicament, que ce soit un code DC ou un code UCD ou un code de Clinical Drugs SNOMED CT, qui va permettre de rattacher ces codes aux indications correspondantes. Donc on a un véritable accompagnement à la transition où finalement chacun va pouvoir, en fonction de son plan produit, en fonction de sa situation, bénéficier du service en s'appuyant soit sur une version full Fire, soit sur la version, la mise à jour compatible ascendante classique. D'accord, merci beaucoup pour cette feuille de route et cette vision déploiement. Donc ça, je pense que c'est beaucoup plus clair aussi pour ceux qui nous écoutent. Donc je vais profiter de vous avoir en plateau, Franck, pour passer sur une dernière session de questions-réponses. Donc je reprends avec vous, Franck, pour des questions. Et justement, dans votre réponse précédente, vous avez évoqué PN13 et j'ai vu passer dans les questions, justement, une question à propos de PN13. Donc, je pense que c'était notamment par rapport à Anne. Donc, la question, c'est: vous avez mentionné PN13 en début de séance. Pouvez-vous repréciser le lien avec SNOMED CT? Oui, c'est un peu la difficulté d'exercice en 2 heures de dénouer cet écheveau de standards qui sont au fond finalement de la plomberie, donc sur lequel a priori les uns et les autres ne prêtent pas forcément attention. Aujourd'hui, on a la situation, je vais essayer de la décrire clairement pour tenter de apporter une réponse claire à notre auditeur. Aujourd'hui, on a une certaine structure de données qui est CIODC et qui permet d'alimenter une forme d'échange de prescription, de dispensation, de délivrance sur le circuit du médicament au travers de messages qu'on a regroupés sur le terme de PN13 pour des raisons historiques et qui est donc très largement utilisé en France. Voilà. Tous les éditeurs savent qu'on arrive maintenant vers une transition, mais alors qui dépasse largement le cadre de notre sujet aujourd'hui, qui est la transition Fire. Pour faire court, les techniciens me pardonneront mes imprécisions. Pour faire court, on va passer d'une structure de message, donc PN13, à une structure de ressources. On expose des ressources. C'est pas tout à fait la même dynamique, c'est pas tout à fait la même façon de travailler. Bien sûr, ça amène des simplifications. C'est pour ça que Fire est adopté. Et donc, progressivement, PN13 va être remplacé par ce qu'on appelle des ressources Fire. Ça va être Medication Request et Medication Dispense pour faire une analogie entre les fonctions supportées par PN13 et les fonctions qui vont les remplacer, supportées par Fire. Une fois encore, j'insiste, le fonctionnel est le même, on va s'échanger les mêmes choses, et dans les plans produits des éditeurs, tout ça va dépendre des stratégies des éditeurs. Il y a des éditeurs qui vont dire on va planifier, disons, en 2022 une migration vers Fire, et à ce moment-là, c'est une opportunité, parce que non seulement ils vont migrer un certain nombre de fonctions, mais ils auront à leur disposition les spécifications Fire pour également migrer le circuit du médicament. Donc c'est une parfaite opportunité. Et puis il y en a d'autres qui le feront plus tard, d'autres qui le font avant. Mais ce qui est très important, c'est de se dire, au 31 janvier 2022, via le profilage élaboré et les concertations élaborées dans l'Interop Santé, tout ça est disponible. Libre à chacun de l'utiliser à son rythme, en fonction de ses plans produits, de sa stratégie, de plein de caractéristiques qui font que c'est une adoption qui va se faire dans le temps, en fonction de l'intérêt de chacun, de la décision de chacun de ces acteurs. D'accord, ok, c'est une réponse, je pense, très claire. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser dans le chat. On a encore une petite dizaine de minutes ensemble. Et il y en a une, je pense qu'on doit vous la poser vraiment très souvent. N'allez-vous pas être concurrent des bases de données médicamenteuses et des éditeurs de CDS ? Ah oui, alors ça il me semble que ça a déjà été d'une certaine manière posé ce matin. C'est une question récurrente. Fast
le métier de FAST, c'est de faire de l'interopérabilité sémantique. Et faire de l'interopérabilité sémantique, c'est fournir de la codification au même titre que le CIP fournit la codification UCD, que SNOMED fournit des codifications. Enfin, je veux dire, on fournit, on structure des éléments codés, et c'est un métier qui est absolument distinct du métier de base de données médicamenteuses, et qui est complètement distinct du métier de CDS. Grâce à Dieu, on n'a absolument pas l'intention de rentrer dans ces métiers. On a largement à faire, on a compris, on l'a vu au travers des diaporamas qui ont été passés, on est sur des choses qui sont relativement complexes, et j'allais dire c'est presque réciproque. Les acteurs qui font de la connaissance sur le médicament ne vont pas investir ces temps colossaux, ce sont des dizaines d'années hommes qui sont nécessaires pour mettre en place ces processus, adopter les outils, créer les codes, enfin établir une concertation internationale, parce que tout ce que nous faisons, comme l'a dit Julie, c'est une concertation internationale. Donc ces acteurs ne vont pas faire le métier de codage qui est le nôtre, de la même façon que nous, on n'a absolument pas le temps de faire un métier qui nous plongerait dans les exigences de la connaissance et la réalisation de règles qui sont la base du métier des éditeurs d'aide à la décision. Donc on est très très loin de cette... on est très très loin de cette concurrence. C'est une question qu'on nous pose depuis longtemps. On a toujours répondu non. Et le marché, aujourd'hui, démontre qu'il y a l'acteur que nous sommes, qui consiste à fournir pour l'ensemble du secteur les codifications ad hoc, prospère, de la même façon que les bases de données prospèrent également pour le plus grand bonheur des utilisateurs. Il n'y a aucune raison que ça change. Ceci étant, je prends le pari que dans 20 ans, on posera la même question, ce qui prouvera d'ailleurs que les acteurs seront toujours là. D'une part, un acteur pour fournir de la codification de référence pour l'ensemble du secteur, et bien sûr des acteurs pour de connaissances et d'aide à la décision thérapeutique. Donc on reviendra dans 20 ans pour voir si cette question sera encore là. J'ai une autre question, peut-être un peu plus technique, qui demande si les liens entre les différentes ressources de vos catalogues peuvent-elles évoluer de manière dynamique ? Et la précision, c'est les liens modifiés basés sur l'apprentissage des pratiques utilisateurs, notamment. Ah. C'est une grosse question. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un joker? Il y a un joker. Dans tous les cas, sachez que toutes les questions auxquelles on ne pourrait pas répondre tout de suite, on y répondra après le live. Il faudrait peut-être demander à notre auditeur de préciser un petit peu sa question. Elle est en l'état, il me semble difficile d'y répondre. Si David a peut-être une indice. Je fais une hypothèse. Je fais l'hypothèse que c'est les règles d'aide à la décision. Et là, pour le coup, c'est hors champ de notre scope, puisque, a priori, les règles que l'on produit via nos indications sont issues de sources fixes et nous, on s'appuie sur des éléments réglementaires. On ne s'appuie pas sur des articles scientifiques ou des choses comme ça. En revanche, on peut imaginer que effectivement, ce type de fonctionnalité soit mis en place du côté de l'aide à la décision qui utilise nos règles, nos indications exécutables, et qui puisse effectivement apprendre, affiner au fur et à mesure des retours utilisateurs. Ça, on peut l'imaginer effectivement, mais c'est pas notre métier. D'accord, donc n'hésitez pas, s'il faut repréciser dans les questions, dans tous les cas, au pire on répondra à tout après. J'avais également une autre question de Marie-Christine, c'est pour savoir est-ce que vous avez des établissements pilotes qui participent à ces étapes de validation? Non, en général, jusqu'à présent, lorsqu'on met en œuvre de nouvelles versions, on ne procède pas du tout comme ça. On ne procède pas par établissement pilote. On met en place ces nouvelles versions, on les met on les met à la discussion des éditeurs et donc des utilisateurs avec lesquels ils travaillent, et on laisse un laps de temps pour bien recueillir l'ensemble des observations, et on fait d'éventuelles corrections au retour de ces éditeurs. D'accord, donc merci pour cette réponse. Je vais peut-être prendre deux dernières questions avant de passer sur la conclusion. Une question de Vincent. Envisagez-vous d'être agréé HAS? Alors, non. Je rappelle que l'agrément HAS, c'est un agrément qui s'adresse aux bases de données médicamenteuses.
Et ça nous donne l'occasion de redire encore une fois que nous ne faisons pas ce métier. Une fois encore, nous fournissons l'ensemble des codifications qui sont nécessaires à la réalisation de ce métier, mais pas nous-mêmes, nous ne sommes pas base de données médicamenteuses. D'accord. Et une dernière question que je vais prendre. Quel lien est possible pour alimenter le DMP? Alors, quel lien possible pour alimenter le DMP là, c'est une grosse question. Je sais pas, me vient une idée, peut-être David. Je te laisse. Allez-y Franck, allez-y. En fait, au fond, c'est une question assez fondamentale parce que finalement, le résultat auquel qu'il faut obtenir, qu'il faut atteindre, c'est que on est sur le patient, enfin que le patient et les médecins, les personnels soignants qui le traitent, à un moment donné, puissent partager l'information de son histoire en termes de qu'est-ce qu'il a subi comme procédure, quelle pathologie a-t-il eu, et de ce point de vue-là, son histoire médicamenteuse est essentielle. Et la difficulté du DMP, c'est son partage, c'est-à-dire sa lisibilité, son interprétation par des logiciels, parce que il faut pas uniquement, c'est pas uniquement une lecture, et le fait que l'ensemble de l'information relative aux médicaments soit structurée, c'est-à-dire qu'in fine débouche par une prescription structurée, complètement lisible par une machine, une dispensation, une délivrance structurée complètement interprétable par une machine, c'est-à-dire que le dossier patient va être interprétable, eh bien, ça contribue très fortement à l'inscription du dossier patient dans le paysage de cette transition numérique. Donc le médicament, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une marche, c'est pas tout, c'est une marche, mais c'est une marche très importante, et le fait de porter le médicament, enfin tous les éléments, toute l'interaction entre le patient et le médicament sous forme structurée, est évidemment un point tout à fait structurant pour la constitution, l'exploitation, la diffusion de ces dossiers patients. D'accord. Je vois qu'on a encore une petite minute pour prendre une dernière question, et donc j'en ai une, donc je vais la lire parce qu'il y a une remarque plus une question. Donc il dit « Projet très intéressant mais qui présuppose que l'information soit codée dans le DPI. Or pour le moment on est bien loin en pratique du niveau de détail présenté. Donc comment pensez-vous améliorer le codage des données cliniques dans les DPI ?» C'est vraiment une question technique pour David. Oui, effectivement c'est une remarque tout à fait juste. Là on a présenté dans l'éprouvette une situation qu'on pourrait qualifier d'idéale. Même nos règles, les situations cliniques ont été calquées sur les expressions des règles, mais il faut savoir que dans la spécification CDS-UX, ce point-là est traité, c'est-à-dire que on a vu un échange idéal. Donc, mais dans le cas où la situation clinique ne répond pas exactement, que l'information n'est pas présente dans le dossier patient informatisé, on a la possibilité de faire appel à un lien qu'on appelle Smart Link, et qui permet finalement au système d'aide à la décision de fournir une interface utilisateur complète pour que l'utilisateur ait l'opportunité de compléter l'information clinique nécessaire. Et dans un monde idéal, il faudrait que cette clinique nouvellement ajoutée finisse dans le dossier patient informatisé en même temps que les recommandations fournies par le système d'aide à la décision. Et donc finalement, on peut aussi dire que ce lien permet d'enrichir et de structurer à la volée en information clinique structurée de qualité. D'accord, merci pour cette réponse, je pense qu'elle était très très claire. Donc maintenant je vais rester avec vous Franck pour une dernière partie, un petit mot de conclusion. Oui. Donc Franck, je reprends avec vous pour un petit mot de conclusion de cette très riche matinée, donc dites-nous tout.
Oui, on va pas paraphraser tous ceux qui se sont succédés à cette tribune. C'est pour ça que je projette une diapo où finalement j'essaye en 2 phrases, en 2 périphrases, de caractériser la situation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a montré et qu'est-ce qu'a montré Julie James? On a montré qu'on a enfin de quoi asseoir ce concept de dénomination commune auquel on court après depuis tant d'années. On a désormais les moyens de l'asseoir au travers d'un système de codification très rigoureux, parfaitement internationalisé, qu'est SNOMED-CT. Julie James a continué en disant on peut bâtir sur cette ontologie SNOMED-CT l'ensemble des cas d'usage du circuit du médicament, c'est-à-dire de la prescription jusqu'à la délivrance, sans qu'il y ait la moindre ambiguïté pour l'utilisateur et pour les machines. Et ça, c'est déjà une transformation majeure. Mais on ne s'arrête pas là, on franchit une étape supplémentaire, toujours en s'appuyant sur le même système de codification international qu'est SNOMED-CT, et on va pousser jusqu'à la codification des éléments cliniques, quelque chose qui est d'une certaine manière une révolution. Ça ouvre des perspectives pour l'ensemble du secteur, pour l'ensemble des éditeurs, pour l'ensemble des utilisateurs, pour tous ceux qui parlent d'intelligence artificielle, pour tous ceux qui souhaitent enfin donner aux patients les meilleures chances. Ça ouvre des perspectives absolument considérables. Mais la beauté de l'affaire, c'est que finalement, cette transformation, certes, elle est complexe, mais c'est une complexité que nous intégrons dans le référentiel CIODC et qui est intégré dans les profils FHIR, dans la structuration des profils FHIR, de sorte que finalement, pour les éditeurs, pour les bases de données de médicaments, pour les logiciels d'aide à la décision clinique, d'aide à la décision thérapeutique, eh bien, c'est une mise en œuvre qui est extrêmement simple, avec en plus cette transition, cet accompagnement à la transition, qui permet de prendre en compte la situation des éditeurs, quelle qu'elle soit, qu'ils soient des éditeurs de l'économie classique ou qu'ils soient les startups. Donc une transformation absolument majeure pour une mise en œuvre, dans les faits, extrêmement simple. D'accord, merci beaucoup pour ce mot de la fin. C'est le moment de remercier évidemment tous les présentateurs qui se sont succédés avec moi en studio, de remercier évidemment tous les participants. Donc je précise également que juste après ce live, vous avez accès à des tables rondes virtuelles, donc avec chacun des intervenants pour leur poser des questions en comité plus restreint. Vous aurez également accès au replay de ce live, donc comme ça vous pouvez le regarder, prendre votre temps, regarder l'intervention de Julie James tranquillement, et également comme je vous l'ai dit, on renverra aussi les questions, et les questions peut-être auxquelles nous n'aurions pas eu le temps de répondre. Et donc pour finir, rendez-vous aux journées SNOMED-CT le 25 novembre, et à tout de suite sur les tables virtuelles. Merci. Merci à vous tous.